cold Korean winter, United Nations troops once again hit the road toward Korea's capital city of Seoul. On the way, American infantrymen fight through towns like the rail center of Hanyang, south of Seoul. This time the advance... Tout au long de mon voyage, des amis avaient voulu me retenir. La Corée, me disait-on, est un volcan qui peut sauter d'un moment à l'autre. Dans 6 semaines, vous serez en prison. Toutes ces prédictions ne pouvaient pas manquer de m'impressionner un peu. Mais mon parti était pris. Alors que je voguais à 100 milles du sud des îles Aléoutiennes, je tapais un papier pour dire à mes amis d'outre-Manche les sentiments qui s'agitaient dans mon âme. La perspective de passer bientôt derrière le rideau de fer me faisait frissonner un peu. Mais je me trouverai là-bas, en famille, puisque 200 de mes confrères des missions étrangères y sont déjà. Le missionnaire ne doit pas déserter, alors que le danger menace ses ouailles. Il doit rester au milieu d'elles pour les protéger, et si besoin est, mourir pour elles. Mourir pour la foi est une perspective que l'on a toujours chérie aux missions étrangères, et plus de 150 membres de notre société ont versé leur sang pour le Christ. Puissais-je être digne d'eux. Les dernières nouvelles étaient pourtant bonnes. Les sudistes, disait-on, lançaient une contre-offensive et avaient rejeté les assaillants au-delà du parallèle. Le communiqué, si optimiste, émané de l'ambassade américaine, avait pour but de cacher la véritable situation, pour ne pas affaiblir le moral de la population. En fait, l'armée sud-coréenne était en pleine déroute et n'avait plus la possibilité de se ressaisir. Assurément, tout était perdu. Les Américains avaient déjà tiré les conclusions. Dans la nuit du 25, ils avaient fait évacuer tous leurs ressortissants, ainsi que tous ceux qui en manifestaient le désir. Des cargos qui naviguaient au large des côtes coréennes, détournés de leur route par radio, étaient venus les prendre à Chemulpo pour les conduire au Japon. Les sujets anglais allaient faire de même le lendemain. Le matin du 27, j'allais voir les pères américains de Saint-Benoît. Je les trouvais en train de boucler leurs valises. « Alors, vous partez aussi ?» leur dis-je. « Oui, et vous? Qu'est-ce que vous faites ?» me demandèrent-ils. Je reste. Dans les rues de Séoul, la cohue des réfugiés est indescriptible. Par la route de Hijongpu et la porte de l'Est, des milliers de malheureux, un petit baluchon sur l'épaule, pénètrent en ville comme une marée humaine. C'est à peine si je réussis, à force d'acrobatie, à me frayer un passage jusqu'à l'évêché. En rentrant chez moi, je passai devant le Banto Hotel, siège de l'ambassade américaine. D'énormes tas de documents brûlaient sous la surveillance des membres de la mission. Un peu plus loin, je voyais les derniers Européens, munis d'une simple valise, monter dans les camions qui allaient les conduire à Gimpo, aéroport de Séoul. Parmi eux se trouvaient les dames Plaisant, ainsi que Madame Perruche et ses enfants. On ne voit plus guère que des civils dans les rues. Des orateurs font des harangues enflammées pour inviter le peuple à la résistance. Sans grand succès. Ici et là,
On enlève déjà les slogans qui pourraient déplaire à ceux qui demain vont prendre les rênes. Des mains délicates qui autrefois tenaient des stylos tiennent des carabines M1 et présentent les armes. Ils sont les sujets des commandements de l'histoire. Des flaques de sueur se forment en passant sur les cadavres des camarades encore et encore, camarades qui ont disparu dans la fumée d'une cigarette voilante. Un soldat agonise sous notre nez, sa lourde carabine M1 glisse, elle lui échappe des mains. Soudain, un coup de fouet retentit de nulle part, comme un flash, projetant le soldat dans l'urgence. Le commandement pousse pour que l'avance continue, redressé, convaincu, submergé mais encore une fois glissant, tombant, transpirant, vite debout. Ma mère, tue-moi. Ma mère, tue-moi. Eli, Eli Lama, Sabachthani. Ta mère, tue-moi. Vos mères, tuez-moi. Tu les as entendus parler, n'est-ce pas? Tu as entendu Oumani Paméon. Toi aussi, n'est-ce pas? À l'entrée de la nuit, le temps se gâta. La pluie commençait à tomber. Je fis ouvrir l'église, dite des Japonais, la crypte de la cathédrale et la salle des fêtes. La foule des réfugiés s'y engouffra. Bientôt, tout était plein à craquer. Après avoir fait l'heure sainte, j'allais me coucher. Mais il était difficile de dormir dans le vacarme des explosions. Les dandistes bombardaient la ville, et les bombes tombaient un peu n'importe où. À la suite de chaque explosion, il me semblait que la cathédrale s'écroulait. N'y tenant plus, je me levai pour aller dehors. Je passai le reste de la nuit à faire les 100 pas avec le père You, procureur de l'évêché, ne parlant que des événements. Vers 4 heures du matin, les tanks des nordistes pénétraient dans Séoul avec un bruit assourdissant, suivi de l'infanterie. Ils ne rencontraient pas beaucoup de résistance. De ci, de là, quelques barricades, des francs-tireurs isolés, le gros des troupes sud-coréennes ayant évacué la ville à 11 heures du soir et coupé les ponts sur le fleuve Han. Je célébrai la messe dans la crypte de la cathédrale devant les malheureux réfugiés, étonnés d'assister à des rites auxquels ils ne comprenaient rien.
Au dehors, on entendait les rafales des mitraillettes, le sifflement des balles perdues. Vers 10 heures du matin, les combats de rue avaient cessé. Les tanks et les jeeps des rouges continuaient à patrouiller toute la journée sous les yeux apeurés de la population. Il était temps de réintégrer mes pénates à Pecton. Je regagnais l'aumônerie du Carmel à bicyclette, sans être inquiété par les tanks ou par les soldats rouges. Pour n'être pas reconnu, je m'étais mise en bras de chemise. La ville avait tout à fait changé d'aspect. Était-ce pour gagner les bonnes grâces des nouveaux maîtres? Le drapeau rouge flotte maintenant partout, même sur les bâtiments de la mission. À la place des slogans et des appels à la lutte à outrance, on a affiché des souhaits de bienvenue à Kim Il-sung et à l'armée populaire. La population, si coquette la veille encore, a revêtu tous les haillons sordides qu'elle pouvait trouver. Elle s'est mise au diapason des pays populaires. On dirait que les figures les plus sinistres de la création se sont donné rendez-vous à Séoul. Il est vrai que tous les criminels de droit commun, que les sudistes n'ont pas massacrés avant de partir, ont été mis en liberté. Je roule lentement, et si quelqu'un m'interpelle, je pose pied à terre. Autrement, je risquerais d'être abattu d'un coup de fusil. Un coup de fusil part si facilement. En passant devant l'hôpital général, je vois un cadavre. C'est celui d'un soldat nordiste. Ses amis se précipitent dans le vaste hôpital et achèvent par mesure de représailles tous les blessés sudistes. Ces crimes inutiles nous écœurent. Mais la guerre qui commençait le 25 juin 1950 est, à ses origines, une guerre civile. Et nous savons que les passions soulevées par les guerres civiles sont beaucoup plus violentes que celles qui naissent des conflits entre les nations. These men, women, and children were not killed accidentally in the heat of battle. They were murdered, cold-bloodedly, deliberately. Butchered to spread terror, to warn the survivors that if you didn't let the communist monster swallow you alive, he'd rather have you dead. The horror of Daejeon was only a pale reflection of Seoul, where a great city, the heart of a nation, was ravaged. Burning farms, shattered homes, blasted shops, and everywhere lay the murdered dead. The scenery of destruction is monotonous. Atrocity stories keep repeating themselves, down to the last corpse. Of course, some atrocities will not be counted at all, because they were perpetrated on the living. Atrocities of the spirit. The heartbreak. The shattered families. La pluie nocturne tombe sans cesse bruit, sans cesse à torrent. Durant la nuit, la chaleur est celle de midi comme en début d'hiver, tandis qu'il remonte en chemin dans la montagne, sous la pluie et dans l'obscurité, plus sombre que l'enfer.
Les yeux fixés sur la lumière, là-bas sur la ligne du front. Ces casques avec leurs sons métalliques sont-ils sûrs? Ils portent des camouflages d'herbes, de feuilles et de branches. Un fusil dans une main, une mitraillette harnachée sur les épaules, des grenades sur leur poitrine, montant et descendant des collines et des ravins, agrippés à eux comme des rochers, ce qu'on nomme les fantassins, escaladent les jeteurs, tandis que des jovies pleuvent autour d'eux. Qui sont-ils pour porter un talon? Le chef de peloton, un pistolet à la ceinture, une carabine sur son épaule, un obus accroché dans son dos. Tous ceux qui avancent, qui sont-ils? Ébranlés par le recul du canon après avoir fait feu, ils rêvent de coucher éternellement près du canon de 105 mm. La crête du chien. Dans ce passage pour chien, qui apparaissait soudain sur la route venteuse, on pouvait voir l'horizon en levant la tête. Si tu es pris sous le feu, baisse la tête comme une tortue. Assez de munitions. J'arrive chez moi sans encombre. Je n'en sortirai que le 15 juillet, jour où je serai invité à me rendre au commissariat de police pour une courte formalité qui devait durer presque 3 ans. Au milieu d'une foule silencieuse, nous montâmes dans un vieil autobus qui prit la direction du nord. Le révérend père Villemot, la révérende mère Béatrice, provinciale de Saint-Paul de Chartres en Corée, et sœur Eugénie n'étaient pas du voyage. Mes compagnons, auxquels était venu se joindre monseigneur Quinlan, préfet apostolique de Chuncheon, les pères Crosby et Canavan, de Saint-Colomban, demeuraient persuadés que l'on nous emmenait en Chine, et que nous pourrions être rapatriés très vite. Bientôt, l'autobus prit feu. On nous fit monter alors dans un camion qui nous déposa dans une gare pas loin, au nord de Séoul. Accroupis sur le quai, nous attendions l'arrivée du train. Un rassemblement d'enfants et aussi de grandes personnes se forma pour nous dévisager et ricaner. Les gardes nous présentent comme des affameurs du peuple. Un nouveau camion nous transporta à la gare de Pyongyang. Là, on nous fit monter dans un wagon aux vitres brisées, dans lequel nous devions rester 6 jours, pour un trajet de 350 km. Le train resta dans la gare en partie démoli par les bombardements. Voulait-on que nous servions de cible aux oiseaux qui venaient tous les soirs semer la mort? Ils furent bien inspirés en ne venant pas ce soir. Le train se mit en marche alors qu'il commençait déjà à faire jour. Il ne roula pas longtemps ce jour-là, à peine une dizaine de kilomètres. Tandis que la locomotive allait se cacher dans un tunnel, on nous fit descendre du wagon. C'est alors que je fis connaissance de mes compagnons de voyage. Sans le savoir, nous avions fusionné avec un convoi de prisonniers américains. Ils faisaient peine à voir. Squelettiques, abattus, on les sentait promis à la mort. Il y avait là quelques grands blessés avec une jambe ou un bras coupé, sans pansement. Ils avançaient, soutenus par leurs compagnons, vers les collines
où nous devions grimper pour nous mettre à l'abri des avions alliés. Ces prisonniers étaient incroyablement sales, n'ayant pu se laver depuis leur capture. Beaucoup d'entre eux étaient pieds nus. Ils avaient été soulagés de leurs chaussures. Ils portaient leur tenue légère d'été. Quelques-uns avaient pourtant reçu une mince couverture pour les protéger contre le froid qui se faisait déjà sentir. Ils voyageaient dans des wagons à l'avant du train. Le 11 septembre, de grand matin, notre train arriva à Manpo, ville frontière sur le Yalu, face aux majestueuses montagnes de Mandchourie. On nous conduisit en camion, sur la route de Khosan, jusqu'à un groupe de baraquements qui avait servi quelques années auparavant de maison d'hébergement aux Coréens émigrant en Mandchourie. De petites pièces sales nous furent assignées. Je m'installai dans l'une d'elles avec les pères Villemot, Aégi, Combert et Bulto. Bien que notre installation n'eût rien de bien confortable, nous dormions toujours à même la terre, nous avons gardé un bon souvenir de ce camp. Le lieutenant-colonel coréen, qui était alors notre commandant, était un excellent homme. Il fit de son mieux pour rendre notre séjour plus supportable. C'est ainsi qu'il améliora nos rations. Notre menu fut plus varié et plus abondant. Il comprenait du riz, du poisson sec, un peu de viande et quelques œufs. Il nous permit même d'aller avec des gants de toilette au fleuve pour faire nos ablutions et laver notre linge. C'était bien agréable de rester assis sur la rive ensoleillée et d'y somnoler. En aval de Manpo, sur le Yalu, de nombreux ouvriers coréens et chinois avaient commencé à jeter un pont de bateaux. Cela ne présageait rien de bon, car il annonçait l'intervention chinoise avec toutes les complications internationales qui en seraient les conséquences nécessaires, et pour nous, une captivité sans fin. Mais, tout ancrés dans nos espoirs, nous ne voulions pas envisager une éventualité pareille. Aussi, quand le 8 octobre, l'ordre nous fut donné de nous rendre au port fluvial de Manpo, nous pensions qu'un bateau de la Croix-Rouge internationale allait venir nous y prendre pour nous conduire à Shin-Oichu, sur l'embouchure du Yalu. Au moment où toutes nos pensées étaient tournées vers l'optimisme, nous allions voir les jours les plus affreux de notre captivité. Tu expérimentas les bombardements qui divisèrent le sud et le nord. Tu as connu les cris intérieurs qui disaient « La guerre est une erreur. Ne tirez pas ». Le vacarme des bombardements faisait écho des avant-postes de la division aux arrière-postes, et du centre l'ordre vint de continuer à tirer quoi qu'il advienne. Préparez-vous à tirer. Élévation 1677. Charge numéro 20. Actuaire 1, ajuste la crête. Actuaire 2, plus haut, plus bas. Bloquez l'angle. Actuaire 3, chargez. Actuaire 4, levez l'obus et placez-le dans la bouche. Dès que l'obus atteint le fond, ben, ils font fou. Les soldats courbés pour éviter les éclats. Ils rechargent rapidement. Tout est fait en un clin d'œil. Les tirs de bombardement venant du côté nordiste, des éruptions de flammes, des obus d'artillerie, tous aux tranchées. Les soldats se réfugient dans les bunkers, suffoquant au milieu de la poussière et de la poudre. Un soldat pris de tout s'évanouit. De l'eau vide,
Tenant le soldat tremblant pour le ranimer, en l'abreuvant, il l'agite. C'est bon, pas de problème. Soudain sa tête tombe sur le côté, la barbe s'écoule. Pour mourir, sud et nord ne sont pas différents. Dans les tranchées tortueuses, comme des coups de couteau, sur les sommets montagneux, les mitrailleuses et mitraillettes claquent. Avant d'en faire du corps à corps, sortant les baïonnettes qu'ils plantent dans la gorge de leurs frères. Des baïonnettes plantées dans la gorge, des éclaboussures de sang partout sur leurs visages. Les canons explosent, les attelages fondent, les barils partent en fumée. Pour la mort, le sud et le nord ne diffèrent pas. Des boules de riz et de l'eau seulement atteignent la crête 974 après 2 jours. Des membres des forces de renfort sont passés par un chemin de montagne escarpé. Une procession de soldats blessés descend aidés de médecins. Un blessé n'a plus qu'un œil qui dépasse de la tête, totalement bondé. Un autre, appuyé sur un bâton, est recouvert de boue. Un autre est porté par un soldat à peu mieux loti que lui. Un autre blessé mourrait pour lui-même. Un autre plonge sa tête dans la rivière et avale toute l'eau. Cependant, comme une invasion de fourmis, les volontaires chinois commençaient à traverser le Yalu. Les autorités coréennes faisaient évacuer tous les villages le long du fleuve pour céder la place aux grands frères qui, en renversant la situation, allaient sauver la cause des Nord-Coréens. L'ordre d'évacuation générale nous concernait aussi, car notre camp se trouvait sur le Yalu. Sans regret, nous quittâmes le 21 octobre Kosanjin pour entreprendre la pénible étape qui devait nous mener à travers des montagnes aux pentes abruptes dans le petit village minier de Chohari. C'est alors que nous commençâmes la marche que d'aucuns ont appelée marche de la mort ou marche à la mort, parce que le trajet devait être jalonné par les camarades tombés sur la route. Nous étions, nous, les civils, précédés seulement d'hommes en armes, revêtus de l'uniforme bleu des gardiens de prison. Au premier rang marchait le père Villemot, soutenu, les bras presque en croix, par monseigneur Quinlan et le père Bulto. Derrière les civils venaient les prisonniers américains, toujours vêtus de leur uniforme d'été, marchant par rang de 3. On laissa sur les berges du Yalu les malades qui n'avaient pas pu partir, parce que ne pouvant même pas se lever. Ils furent sans doute achevés la nuit, à coups de mitraillettes. Cette nuit, nous allions avoir un toit. Et quel toit! On nous fit entrer dans une petite école, qui pourrait loger à peine 80 enfants. De force, comme un troupeau, on nous entasse peut-être 300. Dormez maintenant, nous crient les gardes en fermant les portes. Mais comment dormir, debout? On est serrés comme des sardines, les uns collés aux autres. L'atmosphère devient intenable. On crie, on s'injurie. Dehors, les gardes menacent. Si vous ne gardez pas le silence, nous faisons parler les mitraillettes. Heureusement, le major américain Dunn est là. Il évite peut-être, grâce à son ascendant sur les soldats, un massacre général. Mais le matin, quand on sort de cet enfer, on déplore la mort de 2 camarades, l'un étouffé et l'autre piétiné. Sœur Eugénie a relaté cet épisode.
marchions de plus en plus lentement. Il y a longtemps que le convoi des prisonniers a disparu. Nous restons seuls avec les gardes, sur cette route en zigzag. Implacables, ils nous poussent, ils nous harcèlent avec leur pali-pali. Vite, vite, avancez, on vous tue. Je ne puis plus avancer, répond la mère Béatrix. Tuez-moi si vous voulez. Elle s'est arrêtée sur les bords de la route. On dirait qu'elle agonise debout. Faiblement, elle redit sa prière favorite. Marie, Mère de grâce, Mère douce et clémente, contre nos ennemis, défendez-nous. À l'heure de la mort, recevez-nous. Le garde me somme de continuer la route toute seule. J'essaie de résister. Calme et paisible, Mère Béatrix me dit tout doucement: allez-vous-en, ma chère sœur, allez-vous-en. Je reviens et je l'embrasse encore. Les gardes se mettent entre nous deux et me lancent en avant. À peine sœur Eugénie a-t-elle passé le premier tournant qu'une détonation lui apprend que Mère Béatrix a cessé de vivre. On ne rencontre plus sur la route de malades à l'abandon. Ils ont été déjà envoyés dans des hôpitaux populaires. L'écho de rafales se prolonge, répété des dizaines de fois au milieu des hautes montagnes sauvages, tandis que les corps de ceux qui ne sont plus roulent dans les ravins. Chaque fois qu'une détonation retentit, je donne au loin une absolution sous condition à celui qui a été abattu, au cas où il serait baptisé. Dans un tournant, sur les bords d'un précipice, je vois une flaque de sang. Trompant la surveillance du garde, je m'approche. Au stupeur, un soldat, le crâne fracassé d'un coup de crosse. Un peu plus loin, nous rencontrons un pauvre type qui nous regarde avec des yeux hagards. On aurait cru qu'il vivait un mauvais rêve. Ce mauvais rêve serait bientôt une réalité, s'en doutait-il. En voici un autre. Il est à quatre pattes dans la neige. Il n'a même plus de souliers. On les lui a enlevés pour les donner à un Turc, prisonnier civil. Il présente sa tête au coup de crosse qui le fera sauter en éclats. À mesure que nous grimpons vers le col, les rencontres douloureuses se multiplient. Ici, c'est un jeune homme qui nous demande s'ils n'ont pas vu le char promis. Il ne sait pas que c'est une affreuse imposture. Là, c'en est un autre qui, lui, sait. De grâce, ne m'abandonnez pas, ils vont me tuer. Qui pourra dire combien ils ont souffert? Leurs mamans ne le sauront jamais, heureusement. Si elles le savaient, elles ne résisteraient pas longtemps à la douleur. Dieu seul le sait, et cela suffit. Les corps gisaient déchirés sur les hauteurs, des crânes roulaient comme des ballons de foot avant d'être happés par des piles de pierres enflammées. Le vent sifflait, pris dans les orbites, des têtes de morts sur des faces blanchies, deux orbites vides et de rangées de dents entrevaillées, comme si elles voulaient encore mordre. Mêlés aux chargeurs vides et aux capsules d'obus, les soldats mouraient, déjà des morts à jamais. Ils mouraient sans complaisance, heurtés sans embrouille, lorsque le discours était terminé. En murmure, en grognement, en cri, une grimace. Maman pardonne ce mauvais fils qui meurt le premier. Maman vit longtemps. Maman, il pleure et il meurt.
Les ponts de fer sont de dérisoires jouets. Les chenilles du T-34 de fabrication soviétique qui ont franchi la frontière vers le sud ce dimanche matin ne sont rien que du papier froissé et aplati. Beaucoup de messages d'adieu, autrefois accrochés autour des coups tombés, les jeteurs sont invisibles désormais. Où les adresses sont-elles toutes passées? Donc, la terre et la nation sont divisées en deux, divisées à la taille, les familles séparées cruellement, en vortex de douleur, de grief, d'amertume, de larmes, comme si les nuages et les vents et le ciel ne savaient rien du nord et du sud. Cette DMZ, cette ceinture de barbelés. Avec Monseigneur Quinlan et Monsieur Georges Perruche, je transportais le père Villemaud dans la montagne qui surplombe Chukang. Hélas, la terre gelée était dure comme la pierre. Impossible de creuser une tombe. Nous dûmes nous borner à couvrir sa dépouille mortelle de quelques cailloux. Au retour, nous apparurent 4 avions légers qui lançaient leurs bombes sur la ville. Ce raid nous obligea à demeurer 2 heures sous la brise glaciale, entourés de soldats chinois qui avaient pris la poudre des scampettes, tandis que le feu allumé par les bombes brûlait plusieurs quartiers. C'est dans cette attente que je contractai une pneumonie. Les avions alliés venaient tous les jours au-dessus de Chukang. Leur apparition provoquait la panique chez nos gardes. Dès que la sirène sonnait, l'alarme était donnée, et la foule courait se réfugier sur les collines avoisinantes, tandis que nos gardes descendaient dans les tranchées creusées autour de l'école, nous laissant seuls sous la garde de quelques geôliers. Craignant sans doute une évasion, ceux-ci menaçaient de faire feu si nous bougions. Ces raids multipliés signifiaient-ils que les Américains songeaient à parachuter des troupes pour nous enlever? Le commandant eut peur. Pour nous soustraire au bombardement, le 16 novembre, il ordonna un nouveau départ pour Ha-Chang-li. Les barbares hitlériens, ces bandits de japonais, ces gens qui n'ont d'humain que le nom, ont pourtant permis à leurs malheureux prisonniers d'écrire et de recevoir des lettres. Vous qui êtes si bons et si humains, vous qui ne songez qu'à notre bonheur, comment peut-il se faire que vous ne nous autorisiez pas à dire à ceux que nous aimons que nous sommes toujours en vie? Nous ne pouvons pas vous répondre, nous disait-il. Nous en référerons tout de suite au gouvernement central. D'après les uns, nous allions être mis entre les mains des Chinois. D'après les autres, nous serions transportés à Pyongyang pour être libérés. Le lendemain matin, comme nous étions entassés dans un camion, nous nous demandions quelle rumeur était la bonne, et même si aucune n'était bonne. Mais nous savions que la zone chinoise se trouvait près de l'embouchure du Yalu. Pour y aller, le camion devait tourner à gauche, quand nous serions sur la grande route, tandis que, pour Pyongyang, ce serait sur la droite. Les paris allaient bon train à mesure que nous approchions de la route. Hélas, le camion tourna à gauche. Puisqu'il n'y avait pas moyen d'avoir des nouvelles, il n'y avait qu'à en fabriquer. C'est ainsi qu'un matin, on entendit le poste parisien. Les informations qu'il donnait auraient pu être sujettes à caution si on n'avait pas connu les mœurs politiques de la France. Voici une émission de Radio Paris, telle qu'elle fut transmise par le poste de Jean. Nouvelles de France. Le gouvernement a été mis en minorité à l'Assemblée nationale. Le président du Conseil a présenté sa démission au cabinet du président de la République. Celui-ci a commencé tout de suite ses consultations. La crise sera résolue dans quelques semaines. Les ouvriers des usines Renault ont débrayé. Le mouvement de grève s'étend. Nouvelles de l'étranger. Corée du Nord. Nous avons pu rentrer en rapport avec les ressortissants français capturés par les communistes à Séoul il y a 30 mois. Ils sont tous en bonne santé. Sœur Eugénie, spécialiste de la couture,
vient de lancer les articles d'Oudjan, entre autres une robe chinoise, saillante et commode. Le vent a fait des dégâts dans la région. Il a emporté la toiture d'une maison coréenne affectée aux prisonniers. Demain, corvée de paille à la montagne. Le journal parlé provoquait l'hilarité générale. C'était une façon comme une autre de combattre le cafard, notre ennemi numéro 1. Dans la situation où nous nous trouvions, il fallait s'ingénier à y parer. Tu t'es retrouvé roulant comme un tronc d'arbre parmi les ronces des fourrés au pied de la colline. La cuisse est percée, l'os brisé en deux. Une blessure sur l'arcade, en grattant ton sourcil, tout vacille. Ton corps dégouline de sang, pris dans les filets de la mort, juste là, qui t'a relevé et porté sur ses épaules, qui était ce qui t'ont porté sur un brancard et ressuscité. Était-ce une pierre sur le bord de la route, une fleur, tenir cette cheville, supporter sa tête, maintenir l'équilibre. Il esprit encore, vite, dépêchez-vous, qui a tenu le scalpel à la base de combat, tandis que les balles fusaient sur la tente qui s'agitait, que j'étais les mains qui ont tenu la mystérieuse aiguille pour stabiliser les pulsations du pouls, la vie dans cette momie enrubannée, dans un sac en plastique, qui était celui qui, poursuivi par les obus, t'a transporté à l'hôpital, près du palais Gyeongbokgung. Ne dis pas trop vite que tu ne vis alors aucun dire. Il y a tant de choses dans ce monde que nous ne comprenons pas. Au milieu des tirs d'artillerie, le crépuscule dans ton dos, le train qui nous évacue est lent et tard dans la nuit. C'est la ville de Daegu et son hôpital militaire. Le brancard est hissé dans un camion. Bienvenue à Daegu. Au lever du jour, pas de courte, pourtant à écouter chanter. Les soldats blessés descendent du front, recouvrant le square de la station. C'était une ville polaire, glacée de larmes et de gémissements. Des hommes et les jambes coupées, yeux énuculés, dos brisés, mains coupées, sans bras. Seuls les os des épaules subsistent. Râles, larmes, lamentations, supplications, rage. Pas d'enfer, pas d'enfer, pas d'enfer. Le 19 mars au soir, comme une traînée de poudre, se répandit la nouvelle. Les Anglais partent. Ce fut aussitôt l'effervescence. Nous avions pensé que nous serions libérés, tous ensemble. Quelques instants après, Monseigneur Quinlan, Bishop Cooper et le commissaire Lord montaient dans un camion qui partait pour une destination inconnue. Malgré l'appel au calme du capitaine, le départ de nos camarades, disait-il, ne signifiait rien. Il était difficile de ne pas croire que quelque chose fût dans l'air. Une semaine passa, et le camion ne revenait pas. Nos espoirs allaient-ils être déçus encore une fois? Le 27 mars, j'avais escaladé la montagne qui surplombait le camp pour couper du bois. À peine m'étais-je mis au travail que je vis une jeep et un camion. Était-ce le camion attendu? Je me laissai glisser le long de la pente à pic, et je trouvai le camp tout en émoi. « Vite, vite! Un officier de Pyongyang vous attend dans le bureau du capitaine. » L'heure de franchir la frontière était arrivée. Le camion s'engagea sur l'unique pont que les avions avaient respecté. En franchissant le fleuve, je me retournai pour jeter un dernier regard sur la Corée. Il me semblait entendre en même temps des voix venues du tréfond de ses entrailles. Je garde dans mon sein les restes de tant de tes amis. Je porte les enfants que tu as enfantés au Christ dans la souffrance. Pourquoi vouloir me quitter? Comment rester sourd à ces voix
Quel déchirement pour moi. Et c'était la seconde fois que je m'arrachais à cette terre. La première fois, j'avais dû la quitter pour aller refaire ma santé. Et maintenant, je franchissais la frontière, chassé par les événements et les hommes. Après la plus invraisemblable aventure. Je regardais encore ces belles montagnes. Corée veut dire belle montagne, comme pour en fixer l'image dans mon cœur.